Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, eh bien c'est l'accession au bonheur suprême, au paradis. On construit petit à petit, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, depuis que l'humanité est devenue humanité, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors, pourquoi évidemment on tire un bénéfice dans notre existence de ce travail? On a des gratifications, du bonheur, des petits bonheurs, des petites joies, du plaisir, etc. Des, des plaisirs particuliers pour ce travail que nous accomplissons de façon totalement altruiste. Nous sommes des altruistes sans le savoir, tous, tout être humain, même celui qui est perdu dans la forêt amazonienne travaille l'humanité pareil qu'un chef d'État ou que quelqu'un qui travaille, qui ramasse nos poubelles dans les rues. On est tous à, on est tous à égalité dans ce travail fondamental qui est la création de ce paradis pour nos futurs descendants. On doit jouer le jeu de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du narcissisme. Penser que voilà, un chef d'État est plus important que celui qui fait la poussière sur son bureau. C'est faux. Mais on doit jouer ce jeu. D'abord pour satisfaire, pour nourrir le narcissisme du chef de l'État. Il a besoin de ça. C'est ce narcissisme qui est vacillant et qui le pousse à vouloir aller en tête de gondole. Et il accomplit son rôle. Il a un travail à faire dans cette humanité comme celui qui va creuser les canalisations sur le bord des routes. C'était mon père qui faisait ça. Ça s'appelle un terrassier. Voilà. Et donc, la même importance. Tout simplement parce que on ne sait pas ce que notre place réelle peut engendrer dans 10, 15, 20 générations. On ne sait pas qui étaient les parents de Coluche il y a au Xe siècle, ou au 8e siècle, ou au 4e siècle. C'était peut-être des esclaves à qui on n'accordait aucune importance, où les dominants pensaient que cet homme-là, ces êtres humains-là, cet homme, cette femme, évidemment c'est générique, n'ont aucune importance, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Comme aujourd'hui, les dominants traitent certaines personnes comme étant insignifiants. Et on peut les bombarder et les tuer sans sourciller. Et ils arrivent à imprimer d'ailleurs cet état de pensée dans la population, alors qu'on est une population spirituelle, une population liée au spirituel, et pour qui chaque être humain, chaque vie est essentielle et fondamentale. Le spirituel est là, c'est le matériel qui s'est déconnecté de ce type de pensée importante dans l'humanité. Voilà pour l'introduction. Donc on construit ce paradis sans le savoir. En fait, ce paradis, on peut le dire d'une autre manière, nous évoluons vers l'extase. Parce que le bonheur suprême, le souverain bien, l'amour absolu, c'est l'accession à l'extase facile. Et l'extase, selon moi, pour avoir vécu cette expérience de façon accidentelle, au tout début de la mécanique universelle, il y a 26 ans, maintenant 27 ans, au tout début de la mécanique universelle, j'ai
fait l'expérience de l'extase. Et dans cette expérience, il m'a semblé comprendre, en sortant, parce que sur l'instant, on ne comprend pas, on ne réfléchit pas, on intègre, on ressent. C'est le corps qui est dans l'intelligence d'une certaine manière. C'est l'esprit, mais l'esprit vide. C'est un esprit vide qui comprend les choses. Donc quelque chose est à la place de notre ego. Là, c'est l'ego qui parle. C'est pas ma nature profonde. Ma nature profonde, elle est autre chose que ça. Et donc, dans cet état d'extase, à mon sens, on est en lien avec l'ensemble des choses. C'est notre corps qui est en lien avec la totalité. On est dans un état de paix et de sérénité qui nous met en relation avec tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit arriver à comprendre. Donc, l'humanité va vers sa perfection, l'extase. On peut le dire d'une autre manière, l'humanité évolue vers la rencontre de Dieu. Et vous verrez pourquoi je parle de ça, par rapport à ce que nous allons entamer comme réflexion. Aujourd'hui, on va travailler sur Husserl. Alors Husserl, j'ai lu que des petites bribes par-ci par-là et j'ai la conviction intime, l'intime conviction qu'il est extrêmement important. Comme j'ai la conviction que Spinoza est extrêmement important, que Platon est extrêmement important, que Saint-Simon est extrêmement important, etc., que Marx est extrêmement important, que Bergson est extrêmement important. Dans l'histoire de la philosophie, on ne parle pas de l'importance dans la vie, mais comme théorie, comme propos, il y a des créatifs dans la philosophie qui vont avoir beaucoup d'importance dans la réflexion. Cette importance, elle tourne. J'ai fait des vidéos sur des livres que j'ai trouvés, des philosophes dont plus personne ne parlait, qui étaient extrêmement importants justement à ce moment-là. Et je pense que c'est le cas de tout le monde en réalité. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Donc, on va vers la rencontre, avec la rencontre, on va à la rencontre du divin. Voilà. Et pour ce faire, on va écouter un podcast de France Culture, de l'émission d'avant avec la philosophie, qui est l'émission actuelle, qui s'appelait Les chemins de la philosophie, et qui était consacrée à Husserl. La série s'appelait Le phénomène Husserl. Là, on entame l'épisode 1 sur 3, Retour au monde. Alors, il est possible que j'ai déjà travaillé sur ça. J'ai 2000 vidéos à peu près, et je ne me souviens plus du tout sur ce... Je fais les vidéos et je les oublie aussi vite elles sont produites. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, peut-être parce que j'ai perdu une grande partie de ma mémoire. Mais voilà. Et donc, j'ai retrouvé un bout de texte que j'avais lu de Husserl et qui me paraît important de commencer à lire. Pour moi, Husserl concevait l'idée de Dieu. À mon sens, il pensait que Dieu était quelque chose d'important. Alors, Dieu, c'est qu'on l'appelle X, l'inconnu, c'est juste un terme. Mais il y a ceux qui pensent qu'il y a ce divin, qu'il y a du divin, et ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. Et Husserl, peut-être que dans son travail qui voulait être assez cartésien, assez rationnel, donne peut-être le sentiment qu'il ne s'intéresse pas à Dieu. Et à mon sens, tout son travail s'intéresse au divin. Et pour ça, justement, on va lire cette petite partie dans
Alors ça s'appelle journal openedition.org. Voilà la petite introduction que je vais faire. Cette profession de foi, alors, une science qui ne présuppose pas la révélation est athée. Par conséquent, si une telle science menait tout de même à Dieu, son chemin du divin serait un chemin athée vers Dieu. Un chemin athée vers Dieu. Et dans des termes qui ne laissent sans doute appliquer à sa propre phénoménologie. Husserl l'affirme dans un texte datant probablement de 1934 et publié désormais au tome 42 des Husserlianes, une philosophie autonome aboutit nécessairement à une téléologie et une théologie philosophique en tant que chemin non confessionnel vers Dieu. C'est ce qu'il écrit. Cette profession de foi paradoxale, et moi je me sens entièrement dans cette veine, c'est pour ça que je ne parle pas forcément de Dieu dans ma théorie, j'en parlerai d'une manière un peu détournée, mais je pense qu'il y a du divin. Ça m'embête d'appeler Dieu Dieu parce que c'est connoté, parce que, etc. Mais c'est le Dieu de toutes les religions, c'est le Dieu dont parlent les grandes spiritualités. Je suis en osmose avec leur façon d'interpréter le divin. Bien sûr, pas le divin, un divin expurgé, on va dire, d'un Dieu qui serait vengeur, violent, qui pourrait être terrorisant, etc. Non, le divin, c'est une puissance, c'est la puissance originelle des choses. Donc, cette profession de foi paradoxale, celle d'un athéisme qui a tout de même le sens d'une quête de Dieu, se retrouve également dans un registre plus personnel et existentiel, dans les conversations avec la sœur Adelgundis Jägerschmidt, traduite ici par Julien Farge, qui attribue à Husserl les propos suivants. Donc il était en lien épistémologique avec une sœur, la sœur Adelgundis. Et il écrit ceci, Husserl. La vie humaine n'est rien d'autre que le chemin vers Dieu. J'essaie d'atteindre ce but sans preuve, sans méthode et sans aide théologique. Et c'est pas pour rien, parce que si on prend les aides théologiques de façon intense, eh bien on va se retrouver dans la théologie. Et c'est pas le sens de la philosophie. La philosophie, c'est le lien entre la science et la théologie, entre Dieu et la rationalité. Normalement, on doit pouvoir établir un lien entre ces deux forces, entre ces deux façons d'interpréter le monde. Je dois en quelque sorte éliminer Dieu de mon existence scientifique afin de baliser les voies qui mènent à Dieu pour les gens qui, contrairement à vous, il parle à la sœur, n'ont pas l'assurance de la foi grâce à l'Église. L'assurance de la foi, c'est une bénédiction, évidemment. Mais évidemment que c'est autre chose que la recherche théologique. C'est autre chose que la recherche scientifique. Et donc, il faut pouvoir s'extraire de ça pour pouvoir faire véritablement de la philosophie d'une certaine façon. Ça n'empêche que ce qu'il dit, ça dit « je crois en Dieu » en fait. Je sais que ma façon de procéder pourrait être dangereuse pour moi si je n'étais pas un homme profondément lié à Dieu et croyant au Christ. Voilà. Alors, c'est important. Husserl était juif et il a été justement maltraité parce que il a vécu cette période, la période désastreuse de la montée de l'extrême droite.
et des catastrophes que ça a engendré en Allemagne et puis finalement sur toute la planète globalement. Voilà, donc ça c'est la base. Alors là, je vais lancer la première vidéo et je fais comme d'habitude. Je découvre plus ou moins, mais peut-être je l'ai déjà travaillé, donc je l'ai peut-être intégré un peu, cette émission. On y va, je lance et je commente. Les nuits de France Culture. Ah non, c'est pas ça alors. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Bonjour, je suis Géraldine Mühlmann, avec philosophie. C'est pas ça. Alors, où est-ce qu'on est là? Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on est? Je suis désolé. Je suis à peu près à la technique, à la technologie. Ce que le ver de terre est au vol spatial. Alors, les chemins, voilà. Retour au monde, on y va, c'est ça. Voilà. Edmond Husserl est né en 1859 dans ce qui deviendra la République tchèque. Comment ce fils de commerçant de vêtements, dont l'intérêt pour les études est d'abord distant, qui se passionne d'abord pour la science et pas pour la philosophie, deviendra-t-il le père fondateur d'une méthode philosophique sans précédent aux multiples disciples contemporains? La phénoménologie, le nom a des airs de mystère ou de réalité venue d'une autre planète, alors qu'elle n'a qu'un seul but, retourner aux choses elles-mêmes. Mais comment revenir au monde? Et surtout, pourquoi et comment en sommes-nous partis? Je pense que la première idée que tous les disciples de Husserl ont retenue est qu'il importe de rechercher, de saisir, d'élaborer le sens spécifique des univers intelligibles créés par l'homme dans les sociétés à travers l'histoire. Car Husserl parle aussi d'essence extratemporelle que l'intention met à jour. Space, a final frontier. Les concepts logiques, en tant qu'on leur attribue la valeur d'unité de pensée, doivent tirer leur origine de l'intuition. Ils doivent provenir, par abstraction idéatrice, de certains vécus. Que peut signifier son affirmation dans le monde absurde? Bonjour Julien Farge. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Dans le monde absurde, l'absurde, c'est donc Camus. Et les deux philosophies étaient un peu en compétition d'une certaine manière. L'existentialisme et la phénoménologie, on pourrait dire. Ravi de vous accueillir pour cette première émission consacrée à Husserl. Vous êtes chercheur CNRS aux archives Husserl à l'École normale supérieure. Disons que les Sartre, etc., les existentialistes étaient les enfants de Husserl. Et comme tout enfant dans la philosophie, on doit contester le père, enfin, prendre du père, mais essayer d'amener les choses un peu plus loin. On verra si véritablement ça a été réalisé. Donc de Husserl. Vous avez surtout publié des articles et des traductions. Et c'est avec vous que nous ouvrons cette semaine consacrée au père de la phénoménologie. Vous avez entendu la voix de Raymond Aron qui parlait de Husserl, Jacques Pradel qui lisait le mythe de Sisyphe de Camus qui parle de Husserl. C'est dire combien sa postérité était encore présente à ce moment-là, elle est encore aujourd'hui. Alors, je dois rendre un hommage. Au tout début de la mécanique universelle, j'ai été suivre des cours en auditeur libre à la fac de Nice. Et j'y ai rencontré un professeur qui est... Je ne suis pas resté longtemps, mais j'avais déjà découvert donc la mécanique universelle, la théorie que je développe, et j'avais déjà fait toutes les bases de la théorie. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu, à l'époque je disais ça, et puis c'est devenu le bonheur absolu, l'extase. Et donc,
ce professeur, Jean-François Lavigne, a été fondamental. D'abord, il m'a permis de comprendre la puissance des pédagogues à la fac, leur intelligence, leur capacité à faire comprendre des choses compliquées et de les éclairer par tous les aspects, l'humilité de ces professeurs, la bonté, et voilà. Et donc je tenais à lui rendre hommage, Jean-François Lavigne, et c'était un spécialiste de Husserl, c'est un spécialiste de Husserl et de Michel Henry, dont je pense aussi qu'il est très très important et qu'il faudra que je fasse quelque chose de plus intense sur son travail, sur l'incarnation, justement. L'idée de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'extase, en réalité, à mon sens. Voilà. Allez, on y va. Aujourd'hui, pourtant, alors est-ce qu'on peut commencer par ça? Husserl est quand même difficile à lire. Oui, tout à fait. Il n'est pas d'une lecture facile. Ça lui a été reproché assez souvent. Il en avait d'ailleurs lui-même une certaine conscience. Une fierté ou pas? Non, pas vraiment, parce que c'est quelqu'un qui était obsédé par la clarté des idées, la distinction dans leur formulation, la précision des analyses. Vous avez fait allusion tout à l'heure à sa formation de scientifique. Je pense qu'elle se voit et elle se joue encore une fois qu'il s'est en quelque sorte totalement voué à la philosophie. Cette exigence scientifique d'une clarté dans la définition des concepts, dans la définition des méthodes, dans la justification des pas, des moments, des étapes par lesquelles on doit passer, était pour lui donc quelque chose d'absolument essentiel. Et donc s'il lui arrivait d'être et c'est essentiel, et de s'en rendre compte, je pense que c'est quelque chose dont il souffrait. D'autant que cette obscurité n'était pas seulement celle de la locale, en quelque sorte, de telle ou telle description, mais c'était aussi une difficulté qu'il avait à dire tout ce qu'il avait à dire. Il lui arrive de trouver une manière d'exposer, en quelque sorte, qui lui permette de dire dans un ordre accessible la totalité de ce qu'il avait à dire. Il était en un sens trop submergé par le détail des analyses locales qui toutes s'appelaient les unes les autres et qui fait en quelque sorte, vous connaissez cette image qui fait que quand on tire le fil d'une analyse, en quelque sorte, la totalité des autres arrive en même temps et produit donc des difficultés d'exposition. Et j'ajouterais même une chose qui est que c'est un penseur pour lequel la tâche de la pensée était toujours en quelque sorte au présent, était toujours à reprendre, à recommencer, il était prêt à recommencer, et donc à ses propres yeux, sa philosophie était tout sauf un édifice achevé, terminé, qu'on aurait pu exposer une fois pour toutes. Et donc à la difficulté des analyses ou des expositions locales se joint en plus l'inconfort, si je puis dire, de n'être jamais en situation de présenter sa pensée sous une forme définitive, achevée et monobloc en quelque sorte. Autant de défis qu'on va essayer de relever ensemble ce matin, car nous allons essayer d'être le plus clair possible, peut-être des mises au point de vocabulaire pour comprendre ce que dit Husserl. On va arrêter là pour cette première vidéo d'introduction. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout de suite. Merci. Et n'oubliez pas, si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt, au moins que cette théorie selon laquelle l'humanité va vers sa perfection mérite aujourd'hui de passer un peu plus à la clarté de manière à apaiser le monde, parce que si on n'intègre que notre but commun, que le but commun de l'humanité est d'atteindre ensemble cet état de construire ce paradis, eh bien, il n'y a plus de raison de le faire à travers l'antagonisme comme nous le faisons. Nous construisons ce paradis en ce moment grâce à l'antagonisme parce que nous ne savons pas le construire de façon consciente. Donc on utilise la guerre, la destruction, l'épuisement de nos testostérones dans la violence comme moyen. Mais on peut peut-être commencer à passer à une évolution consciente. Voilà l'intérêt surtout, un des intérêts de cette théorie. Apaiser l'humanité, la mener vers la paix, vers une évolution pacifique. Voilà, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez
envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site, avec d'autres sites, vous pouvez participer à ce travail, il suffit de m'écrire et donc on peut voir comment on peut faire, et je vais essayer d'organiser des choses, je pense assez rapidement, des rencontres, voilà, donc si ça intéresse certains d'entre vous, bien il suffit de m'en faire part et on voit ce qu'on peut faire pour essayer de décortiquer et de préciser cette théorie. Et puis aller visiter le site Mécanique universelle, c'est la base de cette théorie qui a évolué après en vidéo, mais au départ c'est un écrit, et donc c'est sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous des vidéos. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.